Donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes le vendredi le 26 décembre et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine de Québec. Alors nous sommes en pleine période de fêtes et nous profitons pour vous souhaiter joyeuses fêtes. Et pourquoi pas d'ailleurs aussi une bonne année puisque celle-ci un peu trop pressée s'affiche ouvertement. Chères auditrices, chers auditeurs, dans ces moments de joie, notre pensée va directement aux enfants un peu tristes qui n'ont pas choisi de venir dans ce monde. On dit souvent que le bonheur des enfants fait le bonheur d'une société. Encore mieux, les enfants sont les piliers sur lesquels repose l'avenir d'une société. Et je dirais que tout le monde est convaincu sur ce principe. Nous savons tous également qu'une société n'est en premier plan d'autre que l'œuvre de l'État. Un bateau qui navigue bien sûr sur l'eau reflète tout simplement que sa cabine de pilotage est entre des bonnes mains. Alors, nous avons dit que les enfants font le bonheur d'une société qui sont les piliers et le centre de tout. Autrement dit, la vie d'une société se tient à la vie des enfants. Maintenant, est-ce que l'État privilège réellement le renforcement de ces piliers, ou plutôt, elle ferme les yeux jusqu'à l'effondrement du toit pour se rendre qu'il est temps de reculer et réfléchir autrement? Alors, on constate pendant ces périodes de fête que les familles avec les enfants se bousculent à force de bras pour se réunir, pour se rassembler, pour se retrouver finalement dans cette période. Disons, un souffle divin revient chaque année pour nous rappeler l'importance de la cellule familiale dans le corps d'une société. Encore, est-ce que l'État se soucie réellement de la vie de cette cellule, de la vie de ses enfants, de la vie de ce rassemblement familial? Est-ce que l'État considère que la vie tourne vraiment autour de la famille? Alors, autour des enfants, est-ce qu'elle considère aussi que l'enfant est le centre de l'équilibre de la société? Des questions qui demeurent constamment sans réponse puisque l'hypocrisie politique mène la réflexion. Alors maintenant, le reste, la famille, je dis bien la famille recule, sinon fonce vers une dégradation inquiétante. Le mariage, à son tour, recule en chute libre. Les enfants, et surtout celles de la classe pauvre, sont devenus étrangement et incontestablement les biens de l'État. Cette dernière, elle peut les confisquer à tout moment. Alors les gens ont peur d'avoir un enfant. D'ailleurs, avec raison, le Québec affiche le taux le plus faible de naissance au monde. Sinon, les immigrants, pauvres immigrants, ceux qui font des enfants au Québec sans savoir qu'est-ce qu'ils attendent. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, lors de notre dernière émission, nous avons parlé de l'inceste. L'inceste comme un tabou au Québec. Combien d'enfants sont nés de cette relation hors nature? Personne ne veut confirmer un chiffre exact. La victime invitée lors de notre dernière émission avait eu le courage d'en parler. Et combien de fois elle a souligné que l'inceste en soi n'était rien par rapport à l'humiliation subie par le système judiciaire. Elle nous a affirmé qu'en aucun moment, l'intérêt de ses enfants était pris en priorité. Imaginez-vous, chère auditrice, chers auditeurs, après avoir dénoncé son propre père, avec qui elle a eu 3 enfants, elle était surprise de voir ses enfants confiés à celui-ci. Il a fallu des années et des années à l'appareil de notre système judiciaire pour mettre le criminel dans le box des accusés. Et dans l'interminable attente de ce procès, le criminel avait suffisamment de temps pour abuser de ses petits-enfants. Bravo à l'échec de notre système judiciaire. Alors aujourd'hui, chers auditrices, chers auditeurs, parlons peut-être d'un autre tabou, les enfants qui naissent d'un père inconnu. Parlons de ces extraits de naissance portant la notion père inconnu. Parlons aussi de la revendication des homosexuels pour le droit de l'adoption. Parlons, si vous voulez, du recours de l'insémination artificielle grâce au sperme d'un donneur anonyme. Parlons de la politique du gouvernement en matière de conflit conjugal. Parlons de l'aliénation parentale, bref, parlons de tout, mais oublions le sort des enfants, objets dans cette destinée du XXIe siècle. Alors maintenant, écrire des livres et des livres pour libérer les enfants victimes de ces souffrances est-il un moyen efficace pour aboutir à cette fin? L'année passée, à la même période, nous avons eu l'honneur d'entretenir avec Dr Pascal Dazin, auteur d'un ouvrage intitulé « Les séparations parentales, l'impasse judiciaire, souffrance humaine contemporaine ». Et vous voyez que le titre résume assez bien le contenu de cet ouvrage. Il s'agit de l'impasse, l'incompréhension suite à une séparation de couple. Le drame des enfants issus de cette séparation ne peut être, dans la plupart du temps, autre qu'une souffrance accablante. L'auteur Harry
accuse directement l'État, la justice familiale, complice et coupable de cette souffrance interminable. Docteur Pascal Dazin, un citoyen français qui a vécu la souffrance de la séparation, non pas parce que sa femme a décidé de partir un jour, mais plutôt de se retrouver condamné de se séparer de son fils. Alors, cette injustice l'a révolté, président fondateur de l'alphabet du respect de l'enfant, il va affronter la justice familiale, militer pour apporter des changements dans la vie des enfants lors d'un conflit conjugal, écrire et publier, ce n'est pas assez pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller encore plus loin. Une correspondance avec M. François Hollande, président de la République française, s'installe entre les deux hommes. Et à partir de là, on peut se demander, avec une telle démarche hautement ciblée, l'espoir est-il possible? Écoutez maintenant ce bout de réponse de la correspondance qu'a eu le docteur Pascal Dazin avec le président de la République française. Et ici, c'est le président qui parle. Hein. Vous avez raison, les évolutions de la société, la destruction de la cellule familiale imposent aujourd'hui de repenser le traitement par l'État de ces liens lorsqu'il y a séparation. Fin de citation. Voilà ce que nous pouvons appeler les grands qui méritent de gouverner une société et non pas les petits insoucieux qui font défaut de gouverner. Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'occasion une seconde fois d'entretenir directement de la France avec Dr Pascal Dazin, président fondateur de l'alphabet du respect des enfants et auteur du livre Les séparations parentales, l'impasse judiciaire, souffrance humaine contemporaine. Dr Dazin nous parlera suffisamment ou sûrement de cette correspondance qu'il a eue avec le président M. François Hollande. Voilà, alors au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. J'ai également dans le studio M. Jean Stoll, membre de la SFDPJ. Également, j'ai M. Mario Roy. Bonjour Sol. J'ai ainsi aussi mon collègue Ernest, victime et témoin de l'injustice au Québec. Tous les deux m'accompagneront le long de cette émission. Alors, peut-être on va faire juste une minute d'un bout de notre émission, de notre thème musical, et on va revenir directement avec Dr Dazin. Voilà donc, chers auditrices, chers auditeurs, rebonjour. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, bonjour, docteur Pascal Dazin. Allô? Bonjour. Bonjour docteur, merci. Oui, très très bien, je vous entends bien. Est-ce que vous entendez bien? Très bien. Excellent, alors merci. Pas très bien, mais je devine ce que vous dites. Ah, bah ça c'est grave ça, il faut vous arriver au moins... Je devine plus que je n'entends. Ah. Alors, est-ce que ça va mieux maintenant, docteur? Je vous entends. Faiblement, mais je vous entends. Mais il faut dire qu'on est très loin les uns des autres. Bien sûr. Docteur Dazin, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions ce matin. Pour nous, c'est un plaisir. Alors, peut-être pour vous rappeler un petit peu les citoyens ou les auditeurs qui nous écoutent ce matin, vous avez écrit votre livre... D'ailleurs, avec beaucoup de soucis, hein, vous avez écrit le livre. Est-ce qu'on peut connaître dès le départ pourquoi ce livre-là? À l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, même un peu plus, j'avais souhaité mettre par écrit, poser par écrit les constats, les observations et l'expérience que j'avais accumulée en une décennie de militantisme associatif. Qui m'avait permis de rencontrer des milliers de parents, la plupart du temps des pères, qui étaient pris comme moi je l'avais été sans jusque-là connaître cette problématique, comme moi je l'avais été par une sorte d'appareil qu'on appelle institutionnel, mais que j'ai découvert être plus mafieux que républicain, à savoir l'appareil judiciaire dit matrimonial et qui est devenu familial ensuite, qui capture, qui aliène, qui conditionne et qui exploite les parents présentant des problèmes conjugaux qui les amènent peu à peu sur le versant de la séparation parentale. Voilà, en fait, ce qui m'a motivé, c'était de ne pas rester avec
mes observations qui étaient énormes sur le plan quantitatif et qualitatif, mais de les poser dans un livre où je dénoncerai, tout en étant suffisamment quand même impartial, les abus de pouvoir, les immixtions abusives des robes noires en France. Docteur Pascal Bazin, vous avez quand même dans votre titre, vous avez ajouté quand même la notion souffrance humaine contemporaine. Alors, qu'est-ce qui est souffrance humaine contemporaine? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Eh bien, oui, il y a trois mots. Hein. Il y a le mot humain, bon, on va le balayer parce que je suis médecin, je suis pas vétérinaire. Et il y a le mot souffrance parce que nous sommes à une époque où on entend parler un peu partout, et particulièrement dans les médias, des souffrances de nos contemporains. On entend toujours parler d'ailleurs des mêmes souffrances, c'est-à-dire les souffrances économiques, le manque de travail, j'en sais quelque chose étant médecin du travail, et les souffrances aussi conjugales, mais toujours sur le versant des abus de pouvoir privés commis par les hommes, exclusivement les hommes. Or, il se trouve qu'il y a d'autres types de souffrances, et moi, même les suicides que j'ai observés dans ma clinique personnelle, hors associative, c'est-à-dire dans ma clinique professionnelle, c'est très souvent des souffrances masculines générées par des violences institutionnelles d'un autre âge, ou plutôt de notre époque. Et enfin contemporaine, parce que ce sujet, il est tout neuf. Il n'appartient pas au passé, il est né il y a une quarantaine d'années, ce sujet de souffrance humaine contemporaine, et il est incarné par un système qui n'a rien d'empathique, qui n'a rien de compassionnel, qui n'a rien de fraternel, un système hautement cynique qui est le système judiciaire. Alors selon vous, docteur Pascal Bazin, c'est en recul, c'est ça? Je ne crois pas malheureusement que la perversité ou que le cynisme ou que la méchanceté humaine recule. Je crois qu'elle s'adapte et qu'actuellement elle est parfaitement adaptée à notre système de régulation sociétale. Docteur Pascal Bazin, vous avez écrit un livre. Je ne crois pas qu'elle soit en progrès. Je ne crois pas qu'elle soit encore pire que précédemment. Il suffit de se souvenir du nazisme pour savoir ce que c'est que la méchanceté humaine. Mais à ce jour, elle est incarnée pour moi spécifiquement par les gens d'irresponsabilité supérieure que sont les gens de justice. Docteur Pascal Bazin, vous avez écrit un livre et vous avez travaillé beaucoup pour écrire ce livre-là, à partir aussi de votre propre expérience. Et c'était pas assez pour vous. Il y a une correspondance. Pouvez-vous nous parler un peu de cette correspondance qui s'est installée entre vous et le président? Ah oui. De fait, c'est un événement plus récent. En France, nous avons connu l'an dernier et l'an d'avant toute une polémique sociétale au sujet du prétendu besoin des homosexuels, qui sont d'ailleurs réduits à une communauté, on ne sait trop pourquoi. Du prétendu besoin des homosexuels de contracter le mariage, de contracter mariage, ce qu'on a appelé ici le mariage pour tous. Et il se trouve que je pressens que cette farce du mariage des homosexuels ne sous-tend qu'un seul projet, et la PMA. La PMA pour toutes, ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Même l'acronyme est imbécile, puisque ce ne serait pas médicalement assisté, mais techniquement assisté. Et donc la légalisation de la PMA est dans le collimateur et des politiciens qui ne savent plus comment faire pour gratouiller 0,5 ou 1% d'électorat pour leurs prochaines élections. Et donc j'ai décidé à ce sujet d'écrire à titre associatif au président de la République, au pire temps de la polémique mariage-mirage pour tous, afin de dénoncer non pas le mariage pour tous, dont personnellement je me fiche,
mais pour dénoncer la manœuvre qui va aboutir d'ici peu à la PMA pour les homosexuels, puis la PMA pour les femmes non homosexuelles, puis la PMA pour toutes. C'est-à-dire, en fait, l'éviction de la moitié des parents monosexués masculins. Et donc, j'ai écrit au président de la République les arguments, non pas moraux, non pas médicaux, puisqu'il n'y en a pas, mais purement politiques, pour lui rappeler que la PMA était et sera légalement interdite tant que nous n'aurons pas changé notre constitution française. Donc je lui disais que s'il veut vraiment accorder la PMA à un groupuscule, pour l'instant politicien, mais plus tard à l'ensemble des femmes, eh bien, il faudrait qu'il fasse un référendum pour demander aux Français s'ils souhaitent changer la Constitution et abolir les deux textes qui empêchent la légalisation de la PMA, à savoir le principe de précaution et la ratification de la Convention internationale des droits des enfants, deux textes qui, dans leur essence, ne permettent pas qu'on légalise la PMA. Oui, et docteur Pascal Dazin, et ce qui est bien aussi, c'est que le président lui-même, il vous a donné raison, quoi. Alors, oui, le président de la République, il a quand même, je trouve, globalement botté en touche, faisant semblant, dans deux de ses réponses, de ne pas comprendre ce que je lui disais, et me répondant sans cesse sur le terrain du mariage pour tous, alors que moi, je lui parlais des conséquences du mariage pour tous, ce qui est bien autre chose. On sait bien que le mariage pour les homosexuels, c'est un bluff, c'est juste, ça n'avait pas de raison d'exister. Si les gens qui sont homosexuels veulent vivre en couple, ils le peuvent parfaitement, et ils peuvent même avoir une certaine sécurité sociale, la même sécurité sociale qu'en contractant le même mariage que les gens qui veulent fonder une famille avec des enfants. Donc c'était pas le sujet, et le président de la République a quand même, je trouve, été particulièrement frileux et particulièrement politicien, comme il fait l'être d'ailleurs, puis ce n'est pas par hasard qu'il est politicien, hein, en me répondant toujours en biaisant, jusqu'au moment où j'ai quand même écrit 3 fois pour essayer de souligner et lui faire accoucher de ce qu'il devait dire en tant que garant de la Constitution française, et finalement il a fini par se taire, par ne plus me répondre. Oui. Et Yann, oui. Oui, bonjour, docteur Dazin, c'est Yann Stoll. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, pour mieux cerner ce que vous ciblez, est-ce que vous connaissez l'œuvre de Aldous Huxley, Brave New World, ou en français c'est Le meilleur des mondes? C'est une fiction qu'il a écrit en 1937, où il décrit le monde où la sexualité est complètement déconnectée de procréation. La procréation des êtres humains se passe dans des fabriques où on est préconditionné pour sa vie future, soit on est conditionné comme dirigeant, on est conditionné comme éboueur. Le déterminisme imposé par la société à l'individu est tout à fait hermétique. Alors, l'humanité se déshumanise. Alors, c'est une vision c'est quand même un classique dans la science-fiction, mais c'est une vision de totalitarisme doux. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, mais juste pour mieux cerner votre inquiétude. L'enfant qui est créé artificiellement dans des conditions non naturelles peut subir des conséquences de ce tripotage, de cette expérience technique ou médicale sur lui.
Est-ce que vous comprenez ma question? Alors en France, on connaît bien le Aldous Huxley, hein, oui, c'est un classique en France aussi, mais enfin bon, c'est un classique un peu oublié. Il a eu son heure de gloire, je pense, jusqu'aux années 70 environ, et maintenant on a tendance un peu à le citer, mais comment dire, pour parler du passé plus que du présent. Mais on assiste dans la réalité qu'on est en train de bâtir ce monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire que oui, bien sûr, comme beaucoup d'autres, la littérature et le cinéma sont riches en descriptions apocalyptiques et néanmoins réalistes du futur. Et le livre d'Aldous Huxley n'est pas des moindres. Je pense en effet que les techniques ne cessent d'être en progrès. Je ne parle pas de la procréation, enfin, c'est Non, ma question était, en tant que médecin, en tant que docteur, comment vous pouvez expliquer ou défendre vos inquiétudes? Comment l'enfant va subir? Qu'est-ce que l'enfant peut subir? Les progrès inouïs de la technique. Je ne parle pas de la technique la technique d'insémination, parce que ça, tous les vétérinaires le font dans les élevages hors sol. C'est même pas des vétérinaires qui le font, ce sont des techniciens. Je parle de la technique médicale. Les techniques n'arrêtent pas de progresser. Elles font même des progrès époustouflants qu'on pourrait presque appeler miraculeux. Je pense par exemple à la cardiologie. Maintenant, on soigne vraiment très très bien les infarctus, alors qu'auparavant le pronostic était plus que réservé en cas d'infarctus. Et ce n'est pas tellement les progrès de la médecine, mais ce sont les progrès de la technique qui permettent ces avancées extraordinaires dans la cure des maladies. Et là non plus, je ne parle pas de la prévention qui est le terrain pauvre dans la médecine. Mais par contre, la médecine, elle, ne progresse pas beaucoup. C'est plutôt la technique qui donne l'illusion de faire progresser la médecine. Bien sûr, mais vous n'avez pas saisi, je pense, la question. Selon vous... Je ne vous entends pas très bien. Ah, d'accord. Selon vous, ça serait quoi l'impact sur l'enfant si on le prive d'un père ou d'une mère oui, d'accord. Par la procréation? Moi, j'ai déjà soulevé la question du déterminisme hermétique d'un enfant préconditionné dès l'enfance dans le roman d'Aldous Huxley. Mais dans la réalité, ça peut représenter quoi? Est-ce qu'il y a des souffrances réservées à ces enfants ou... Ça ne va pas être le médecin qui est... c'est pas le médecin qui va vous répondre, c'est le je ne sais pas trop quoi, l'homme, l'être humain, le chercheur humain, le philosophe ou le psychologue qui peut vous répondre. Mais vous êtes activiste depuis 20 ans, vous connaissez, vous côtoyez quotidiennement des victimes de ces injustices. Sans un père, pardon, je vous entends en écho. Ah bon, désolé pour la mauvaise ligne. Sans un père et une mère, un être humain, qu'il soit féminin ou masculin, va manquer de l'essentiel. Voilà, c'est ça. De ce qui fait qu'un enfant se construit en observant, en étant éduqué, en étant imbibé des deux sexes de sa nature humaine. J'imagine que l'amour filial... Un enfant qui n'aurait qu'un père biologique ou qu'une mère biologique va souffrir de carences qu'il exprimera plus tard sur un mode soit de profonde angoisse, soit de profonde haine, mais en tout cas qui ne pourra pas, et un enfant privé d'un père, de son père, d'une mère, de sa mère, sous prétexte qu'un adulte voudrait concevoir ou faire concevoir un enfant sans mère ou sans père, ne peut que déboucher sur un être humain, parce que ça sera évidemment de toute façon un être humain, mais profondément déséquilibré et qui aurait été privé de ses chances d'épanouissement bisexuel. Et j'imagine très souffrant.
Un être humain très souffrant. Très souffrant ou très pervers. L'un des deux, ou un mélange des deux, je ne sais pas. Mais de toute façon, on ne lui aura pas laissé ses chances naturelles, les chances, je dirais, anthropologiques. Mais derrière la perversion, il y a souvent la souffrance, hein? Ou à l'origine de la perversion, il y a la souffrance. Bon, ça, peut-être. En tout cas... parfois, ce qui s'exprime, c'est de la souffrance, et parfois, ce qui s'exprime, c'est de la cruauté, du besoin de dominer, de la perversité. Mais c'est ça, le besoin de dominer l'autre. À l'origine de ça, c'est l'insécurité, la souffrance de cet individu qui cherche la solution en dominant l'autre. S'enfermant dans une telle dynamique interne, moi j'ai besoin de dominer l'autre, sinon c'est lui qui va me dominer. Alors, il n'y a plus d'espace pour l'amour ouvert, l'amour qui est respectueux de l'autre. Sans doute. Bien sûr, comme vous le savez, on voit ce type de comportement humain, même chez les adultes qui ont été des enfants élevés par leurs deux parents. La perversité n'appartient évidemment pas à la monosexualité parentale, mais elle est décuplée quand il y a manifestement un déséquilibre parental au profit d'un parent dominant ou dominateur, et en cas de monoparent, ce qui est un néologisme malheureusement à la mode, eh bien là, l'enfant est privé naturellement, comme légalement, comme obligatoirement, de ses chances d'épanouissement bisexuel. Voilà, oui. Oui, mais c'est drôle, Dr Dazin, quand même, derrière la revendication des homosexuels pour le droit d'adoption, alors eux, ils disent qu'un enfant, il a besoin de l'amour, et ils sont prêts de donner de l'amour. Alors, comment vous répondez à ça? Oui, alors là, vous parlez de l'adoption, c'est un autre problème. Oui. Mais c'est toujours un enfant qui va vivre sans ses parents. De conversation que j'ai eu avec Hollande n'était pas à propos de l'adoption par une personne dont je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle dirait ses tendances sexuelles, mais la construction technique d'un enfant sous prétexte qu'une femme ne veut pas de père pour cet enfant, c'est-à-dire la PMA. Exact, oui. Pour résumer la situation, on dirait qu'un enfant élevé sans père est un enfant élevé sans repère. Et c'est la situation qu'on voit actuellement au Québec, où le phénomène de la monoparentalité est devenu endémique. Et puis, on voit les jeunes qui sont élevés dans des foyers désunis, qui arrivent à l'âge adulte dans la société et puis qui n'ont plus aucun repère et qui deviennent des véritables bombes. Le père inconnu, hein. Oui. On peut le dire parce que de toute façon, si vous voulez, pour faire civilisation, il faut absolument à la base qu'il y ait un respect des gens. Et les gens, c'est les deux sexes. Il n'y a pas de gens femmes, il y a des gens tout court qui sont les deux sexes. Or, on ne peut pas faire civilisation si on construit des enfants à la pipette en les amputant à la base par sadisme de leur père. Ouais. À moins de vouloir en faire... Parce que la procréation techniquement assistée, c'est du pur sadisme contemporain. Ça consiste à mépriser, à vouloir du mal M-A-L et non pas M-A-L-E, à l'enfant qu'on va construire pour les caprices d'une personne qui ne veut pas que cet enfant ait deux parents. Voulez-vous vous développer davantage là-dessus, s'il vous plaît? Je veux dire par là que ce qui était jusque-là un fantasme, puisque vous parliez d'Aldous Huxley, ce qui était un fantasme, à savoir imaginer qu'on pourrait faire un enfant comme ça par génération spontanée d'une certaine façon, va devenir légalisé en France sous
prétexte de la souffrance de couples homosexuels mariés. Alors je dis bien sous prétexte, parce que tout ça est une construction. Et fort heureusement, les gens qui sont homosexuels n'ont pas ces désirs sadiques, ces besoins sadiques, sauf exception bien sûr, de vouloir accaparer un enfant en le privant de son père. Je veux dire par là que le fantasme d'Aldous Huxley va bientôt pouvoir être légalisé en France, sachant que la loi et la morale bien sûr sont totalement déconnectées, et que l'on va bientôt voir comme un progrès social le fait de construire des enfants malheureux dès la conception, mais qui par contre vont faire le plaisir de leur mère. Un malheur de l'enfant, dans quel sens, encore une fois, s'il vous plaît, vous voulez développer? Oui. C'est son développement qui va en souffrir. L'enfant vient du fait qu'une société qui construit des enfants pour le plaisir d'adultes et sans tenir compte des chances d'épanouissement de l'enfant est une société qui n'aime pas les enfants. Oui, oui. Alors je voudrais revenir à... On ne peut faire que des enfants malheureux. Au propos de M. Agile qui parlait de l'amour, alors il faut d'abord définir qu'est-ce que l'amour. L'amour, il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas le respect de l'autre. Alors si la mère ne respecte pas les besoins de l'enfant, il n'y a pas d'amour. Je ne l'avais pas dit, mais effectivement, qui dit amour dit respect. Respect de l'autre. Oui. Par le respect de moi, de moi-même et de mes besoins à moi. Ça, c'est pas de l'amour, n'est-ce pas? Ah non, le respect de soi, ça pourrait être l'honneur ou quelque chose comme ça. Mais si c'est respecter ses mauvaises tendances, c'est ça. Alors, ça s'appelle égocentrisme. Hein. C'est ça. Alors, à la base, s'il n'y a pas de respect des parents, aux besoins de l'enfant qui a besoin des deux parents, des deux sexes, des deux alternances de l'être humain, l'enfant va souffrir inévitablement. Est-ce que c'est à peu près ça? Vraiment, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de... On le voit bien dans toutes ces histoires qui explosent là, de ce qu'on appelle en France, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, ce qu'on appelle les loups solitaires, là, tous ces jeunes déjantés et qui ont un sacré narcissisme et une sacrée frustration, qui en viennent à épouser toutes les idéologies extrêmes de passage. Oui. Ce sont pour la plupart, voire quasi exclusivement, ce sont les exceptions qui confirment la règle d'ailleurs, ce sont des enfants qui ont été maltraités par la société dans leur enfance au niveau familial. Ce sont des monoparentaux pour la plupart. Voilà, oui, c'est des gens qui sont déséquilibrés par leur environnement, par les conditions dans lesquelles ils sont venus au monde et la formation de leur être, de leur psyché a manqué un bon bout. Bien sûr. Bien sûr. L'extrémisme qu'il manifeste en bout de course, soit sous le mode néo-nazi, soit sur le mode pseudo-islamiste, c'est un extrémisme prétexte. C'est une violence prétexte. Leur violence intime est bien plus simple que cela. Oui, on en a vu ici au Québec aussi les actes terroristes des prétendus islamistes commis contre les forces de l'ordre. Un soldat à Ottawa, un autre soldat à Saint-Jean, par des actes commis par des déséquilibrés qui ont épousé des idéologies extrémistes. Voilà, donc docteur Dazan, si vous nous permettez bien sûr, on va juste passer à une petite pause musicale et on va revenir pour la suite de cette entrevue.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, revenons toujours avec Dr Pascal Dazin, auteur d'un livre intitulé il y a une dizaine d'années, alors les séparations parentales, l'impasse judiciaire, souffrance humaine contemporaine. Et Dr Dazin, et j'ai ici un invité avec nous qui s'appelle Mario Roy. Alors lui, il a vécu un petit peu la souffrance de la séparation, et puis j'imagine aussi qu'il a perdu ses enfants, et puis il a une question à vous poser. Bonjour, M. Dazin. Allô? OK, bonjour. Moi, dans ce que vous avez partagé au début, j'ai pu comprendre que vous êtes militant concernant vous êtes médecin en même temps, qui avez constaté des abus judiciaires causés à des pères. J'aimerais savoir, selon vous, en tant que médecin, qu'est-ce qui peut pousser des gens en pouvoir qui sont dans le système judiciaire, qu'est-ce qui peut pousser ces gens-là psychologiquement à commettre, en sachant qu'ils le commettent aussi, à commettre ces crimes-là envers les pères, et que ça démolit même des enfants au bout de la ligne, que ça démolit des pères, que ça les pousse au suicide, et qui se ramassent avec des enfants, dans le fond, qui sont pratiquement orphelins. Qu'est-ce qui pousse psychologiquement des personnes à pouvoir, que ce soit avocat ou juge, à commettre ces infractions-là? Oui, c'est une question très importante, évidemment, qui hante mon propre questionnement depuis fort longtemps. En fait, je me suis aidé un petit peu de mes connaissances de médecin du travail, de mes observations, et de mes connaissances de la psyché humaine pour imaginer les fils qui sous-tendent des actions aussi cyniques, aussi sadiques, aussi irresponsables et perverses que sont celles des gens de justice. Mais d'abord, je voudrais vous soumettre d'autres questions. Qu'est-ce qui sous-tendait les nobles? Qu'est-ce qui sous-tendait le marquis de Sade? Qu'est-ce qui sous-tendait certains nobles? Qu'est-ce qui sous-tendait les nazis? Qu'est-ce qui sous-tendait les colons, les armées militaires coloniales pour commettre les exactions qu'on sait qu'ils ont commis et dont il n'est pas tabou de le dire? Moi, je pense que c'est le même schéma conducteur humain qui sélectionne peu à peu des gens sans loi ni loi, opportunistes, cyniques, ayant eux-mêmes un culte de la personnalité, mais de la leur. Des gens qui se savent de toute façon parfaitement couverts. Leur corporation est la plus puissante que j'ai jamais observée dans les milieux professionnels que j'ai étudiés tout au long de mon exercice de médecine du travail. Je pense qu'en fait, nous avons là une sorte de concentré et d'agrégat de gens qui peu à peu oublient qu'ils ont des obligations et des devoirs envers la société et qui ne se sentent plus qu'autorisés par les droits et privilèges qui sont les leurs à exploiter d'une façon totalement banalisée et sous des prétextes idéologiques imbéciles la population qu'ils aliènent et qu'ils capturent grâce à leur publicité mensongère et grâce en fait au filet qu'ils tendent. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 60 000 avocats. Il y a bien plus d'avocats que de médecins par tête de pipe. Donc en fait, nous assistons à une sorte de néocolonisation de la société globale, de la société civile, par des gens dont le métier est de les exploiter et de les normaliser sans trouble de leur propre conscience. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça comme la recherche de l'impunité des gens au pouvoir, la recherche de pouvoir arbitraire qui, par définition, est impunissable? En France, en tout cas, un peu en bout de course, où il y a une sorte de caste d'intouchables qui régente, qui exploite, qui tire les ficelles.
Des pauvres malheureux qui ne comprennent rien ou qui collaborent avec eux dans l'espoir de ramasser des miettes. Nous en sommes là en France. L'état moral de la société française est réellement aussi catastrophique, globalement parlant, que l'état de la famille. Ça explique aussi peut-être ce besoin démesuré des avocats qui vont défendre notre impunité quand on est au pouvoir, n'est-ce pas? Parce que le cheminement de la société est toujours déterminé par la tête, par les dirigeants, n'est-ce pas? Les avocats, bien sûr. Et les avocats vont pas se multiplier par eux-mêmes parce que eux ils ont décidé, non? C'est décidé quelque part ailleurs. Et là, ils trouvent un terreau tout à fait riche pour eux, voilà. Qui leur permet d'imaginer une carrière sans ombre, sans difficulté, et ce qu'ils appellent au service de l'autre. Mais en fait, quand ils parlent des droits des autres, ce sont les droits qu'ils émiettent pour les autres de manière à les attirer. Nous sommes là comme cet homme qui émietterait du pain sec, par arriver les oiseaux et les prendre au filet. J'ai remarqué ce matin sur votre page Facebook une très beau remarque, et vous avez fait référence à Simone Veil. Concernant, est-ce que vous voulez nous raconter cette histoire? La négociation avec... Simone Veil est, philosophe. Je ne parle pas de la politicienne Simone Veil, mais de la philosophe Simone Veil, morte dans les années 40. Simone Veil était une philosophe qui faisait la promotion des obligations humaines. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne parlait pas en termes de droits et de devoirs, mais qu'elle disait que l'être humain ne peut être humain que s'il a des obligations, ce que vous appeliez respect tout à l'heure, envers les autres. Aucun être n'a des droits, aucun être n'a des devoirs. Ce n'est pas comme ça qu'elle voyait la civilisation. Elle parlait d'obligations humaines et donc de responsabilité de chacun vis-à-vis de l'autre. Mais vous avez commencé votre billet sur Facebook par l'histoire. Le diable est en train d'acheter un âme. Hein? C'est par une citation qui a trait plutôt au monde ouvrier, à savoir que Simone Veil était une philosophe qui a pénétré le monde ouvrier en se faisant embaucher, entre autres chez Renault dans les années 35. Et donc elle a observé de l'intérieur la condition ouvrière, mais non pas sous l'angle matérialiste, mais sous l'angle spirituel. Et en fait, Simone Veil a écrit à un moment donné, en parlant de spiritualité humaine, que on pourrait comparer le syndicalisme à un diable qui voudrait acheter des droits pour les ouvriers, et alors qu'on pourrait les acheter beaucoup plus cher. Le diable lui-même pourrait dire, mais ces droits-là, je pourrais les vendre ou les acheter beaucoup plus cher que je ne les achète. Simone Veil, elle, disait que l'âme humaine, la nature humaine, même la condition ouvrière, ne devrait pas être à vendre, ni à acheter. Oui, ça s'applique à tous les principes. On ne peut pas négocier les principes comme nos avocats. Voilà. Notre monde judiciaire et juridique veut faire, on négocie même les principes. Le principe de la démocratie, le principe d'un État de droit, c'est que le droit s'applique à tous, à l'État, à ses appareils, à ses fonctionnaires, etc. Mais ceux qui détiennent le pouvoir vont tout faire pour échapper à leur propre responsabilité vis-à-vis de loi. Alors c'est ça le dynamique qui nous impose l'arbitraire. On a parlé des victimes des hommes, mais finalement, au bout de compte, c'est aussi autant les femmes que les hommes qui vont souffrir de cet état de fait, parce que l'arbitraire ne choisit pas.
on désigne au début. La machine judiciaire séduit les femmes. La séduction des femmes est une forme d'exploitation des femmes. Oui, dans le contexte de séparation familiale, mais il y a d'autres contextes comme la protection des enfants où la femme est autant victime que l'homme de cet état de fait, de l'arbitraire de l'État, de l'arbitraire de nos tribunaux qui se foutent des lois. Où nos lois, on laisse voter nos députés les lois qui violent les principes établis par la Constitution, établis par les droits de l'homme, etc. Alors, c'est l'arbitraire. Intéressant dans la pensée de Simone Weil, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle dépasse le concept de droit. Pour valoriser le concept d'obligation. Oui, nos ancêtres ont souffert beaucoup pour dégager certains principes qui devraient nous faciliter la vie. Et on s'en fout. Au nom de progrès, on coupe complètement notre présent de notre passé. Et alors, on tombe dans une dynamique où on n'apprend plus rien. On est aveuglé par présent, par mon bien-être à moi, par mon succès à moi, et je me fous de mes parents, je me fous de mes ancêtres, et inévitablement, je me fous de mes enfants. Je me fous du monde qui va venir après moi. Est-ce que c'est à peu près ça Votre phrase rejoint bien ma préoccupation et même mon angoisse au sujet de ce qu'on appelle ici la PMA, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de construire le droit à l'enfant sans père, et pour le simple plaisir, pour le plaisir d'ailleurs fugace, d'une femme qui veut être mère supérieure, être mère unique, être la toute-puissance incarnée. Oui. Voilà. Et en fait, ça, c'est un pur produit de l'idéologie du bonheur. Dans ce contexte, on peut rappeler une autre classique, Christopher Lasch, et l'une de ses œuvres, comme par exemple la culture du narcissisme, où il décrit, où il scène parfaitement cette problématique qu'on devienne des individus isolés de notre passé. Si on n'a pas de passé, on n'a pas de futur. Si on ne respecte pas nos ancêtres, on ne peut pas respecter nos enfants, le futur qui est combattu. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de construire de vouloir légaliser la construction, de banaliser la construction d'enfants sans ancêtres, d'enfants sans père, voilà. D'enfants à consommer. Ce sont des produits de consommation qu'on veut nous légaliser. Exprimés par le droit à l'enfant et qui supprime tout droit à l'enfant. Oui, bien sûr. Jamais un enfant qui naît ne devrait donner lieu à une telle formule dévastatrice. Le droit à l'enfant, c'est une hérésie en soi. C'est un concept barbare. On déshumanise l'enfant à la base. On en fait un objet de consommation. Le besoin d'enfant peut se comprendre, le besoin d'enfant, le désir d'enfant, l'amour des enfants. Oui, mais le droit à l'enfant, c'est un concept que j'appelle moi legacy, avec un néologisme qui fait référence au nazisme, c'est-à-dire un concept de droit barbare. Alors, docteur Pascal Dazin, pour les quelques minutes qui nous restent, vous tracez bien sûr, on vous entend parler, il y a vraiment un tableau sombre, vous accusez la justice familiale et vous épargnez personne. Est-ce qu'il y a derrière ça, est-ce qu'il y a un peu de lumière au bout du tunnel ou non? Oui, j'ai un regard lucide. Il n'est pas sombre, mais il est malheureusement lucide. Ne croyez pas que parce que je montre la lune du doigt, je suis la lune. Non, la lune malheureusement est noire actuellement, donc je montre qu'elle est noire. Et ce regard lucide, il ne faut pas le confondre avec du pessimisme. D'autre part, oui, effectivement, je globalise la situation parce que, comme je vous ai expliqué, l'outil
qui exploite l'armée des robes noires est la plus soudée que j'ai jamais vue dans mon expérience professionnelle. Et donc, il se trouve que il ne peut pas y avoir de non-complicité interne. Alors, il y a forcément une collaboration de tous les membres. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la régulation en cours ne peuvent plus exercer des professions judiciaires en France. Voilà, donc, en fait, oui, je globalise, mais à bon escient. Oui, 2 secondes, Yann. Alors, on revient au même problème, c'est l'amour ou la complicité dans le crime. La complicité dans le crime, dans la vie quotidienne, est beaucoup plus solide parce que l'amour, c'est quelque chose de volontaire qui respecte l'autre, tandis que le crime s'accapare de tout le monde par la peur des conséquences de nos actes. Mais dans les troubles, c'est l'amour qui se révèle toujours plus fort, plus solide, parce que il peut se sacrifier, tandis que le lien de crime sacrifie toujours l'autre. Voilà. Alors, les crises que l'humanité va connaître va pas signifier la fin de l'humanité, sûrement. Yann, désolé de vous interrompre. Donc, docteur Pascal Dazan, à mon nom et au nom de l'équipe qui sont en face de moi et à tous les auditeurs et les auditrices, on vous dit merci d'avoir intervenu sur ce plateau-là et on vous donnera peut-être rendez-vous l'année prochaine. Je vous remercie, moi, de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne année. À vous aussi. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, sur ça, je vous dis au revoir. Au revoir. Alors, merci pour Yann, merci pour Ernest, merci pour Monsieur Roy d'avoir assisté. Et puis, chers auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une joyeuse fête et à la prochaine. Merci, au revoir.